Bonjour à tous les deux et meilleurs vœux. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et bonjour Michael Darmon. Bonjour. Merci également d'être là, éditorialiste politique à i24 News. On va parler avec vous de la semaine de négociations entre le gouvernement et les partis politiques sur le budget. Ces négociations vont-elles aboutir à un accord de non-censure? Ces discussions vont-elles fracturer le nouveau Front populaire? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Alex, on va également parler des relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie. Oui, alors qu'Emmanuel Macron exhorte l'Algérie à libérer immédiatement l'écrivain Boualem Sansal, qui est emprisonné par les autorités algériennes depuis le mois de novembre. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde ensemble l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va aller à Belfort où on retrouve Anthony Riva. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des éditions de Belfort et de Montbéliard au journal L'Est républicain. Anthony, avec vous, on plonge dans le territoire du Nord-Franche-Comté où le taux de pauvreté explose. Oui, le territoire du Nord-Franche-Comté, pour vous le situer, c'est le territoire de Belfort et puis le pays de Montbéliard, le berceau historique de Peugeot notamment, une zone très industrielle donc, et à laquelle on s'intéresse parce que dans le dernier rapport sur la pauvreté en France, les chiffres sont tombés pour le Doubs et il s'avère en fait que parmi les 20 communes les plus pauvres du Doubs, il y en a 15 qui sont de ce fameux pays de Montbéliard. Donc bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire un dessin. C'est dû à beaucoup de raisons, hein. Et c'est surtout quelque chose qui a tendance à accompagner la désindustrialisation de ce secteur-là. On a des communes qui sont aujourd'hui à plus de 30% de taux de pauvreté, donc ce qui est énorme quand le taux national est à 14,9 environ. Donc voilà, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup chez nous les élus. On ne prend pas Cazenave. Et évidemment les habitants, parce que ce chiffre-là, il a tendance à croître un peu plus chaque année. Et de rapport en rapport, il est de plus en plus important. Comment expliquer, Anthony, les raisons de cette pauvreté ? Alors, je l'ai un peu dit, il y a le fait que Stellantis, donc Peugeot fait partie de cette galaxie automobile aujourd'hui. Stellantis a supprimé plusieurs milliers d'emplois sur le site historique de Sochaux. D'ailleurs, Sochaux aujourd'hui est la première commune de ce classement des villes les plus pauvres du Doubs. Bon, c'est pas la seule raison, hein. Il y a des raisons aussi plus nationales. Les élus mettent en avant notamment la crise du Covid qui a coûté beaucoup d'argent. On a également de plus en plus de retraités pauvres. On a aussi des familles monoparentales qui se multiplient avec la pauvreté que ça peut engendrer. Et dans notre dossier, on a interrogé l'ancien sénateur Martial Bourquin, qui est aujourd'hui maire de la commune d'Audincourt, dans le Doubs, donc qui est pareil, qui est dans le top 5, et qui lui nous explique que finalement, on a voulu chasser les chômeurs en faisant des travailleurs pauvres aujourd'hui, et donc on a peut-être moins de chômage dans ces secteurs-là, mais qu'on a davantage de salariés qui ont des salaires vraiment très bas. Voilà, donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce classement-là, un classement dont on ne voit pas forcément la fin aujourd'hui, même s'il y a des bonnes nouvelles sur le plan économique, l'implantation de grosses industries, mais pour l'instant, ça reste vraiment sur des effets d'annonce. Donc voilà, on ne peut pas encore forcément le convertir en emploi potentiel et encore moins en gain sur les salaires moyens des habitants. Merci beaucoup Anthony Riva, merci d'avoir été avec nous. La une de l'Est républicain, on la regarde ensemble, pays de Montbéliard, une forte pauvreté dans l'agglomération. Merci beaucoup Anthony Riva. Un petit mot de réaction, Michael ? C'est toujours édifiant de prendre conscience de l'existence, je dirais, de ces deux France, en fait. Et en particulier de comprendre qu'est-ce qui motive ce que l'on a l'habitude, de manière plus générale, d'analyser comme étant un pays en colère, un pays qui se voit dans une forme de déclassement, qui a de la défiance à l'égard de son personnel politique, qui multiplie, qui confirme les votes dans l'abstention ou vers les extrêmes, les votes de colère. Donc de ce point de vue-là, c'est un travail effectivement très, très, très utile et qu'on doit sans arrêt avoir à l'esprit, hein, en dehors en particulier pour le monde des médias qui est souvent évidemment à Paris. Eh bien, je pense que c'est toujours très, très important d'avoir à l'esprit ce genre de réalité. Arnaud ?
Enfin, tout ça, c'est le résultat de l'effondrement de notre système productif, qui remonte déjà à plusieurs décennies. C'est très intéressant, parce que là, on voit bien, on est dans une région où il y avait un tissu industriel, entre autres. Mais on retrouve d'autres cas. On va dans le sud-ouest, c'est notamment la crise de l'agroalimentaire, et de ce qu'on a appelé la désagricultarisation aussi, qui, d'une certaine façon, vient nourrir ce vote de colère dont parle Mickaël. C'est le vrai sujet, parce que, in fine, c'est ce qui structure aujourd'hui... Enfin, c'est le substrat socio-économique qui structure le vote. Et on l'a vu apparaître déjà il y a très longtemps, je reviens là-dessus, parce qu'il suffit de regarder les résultats du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. Vous avez déjà la préfiguration de tout ce que l'on va connaître pendant 30 ans en France. Cette carte électorale, la première fois qu'on commence à parler de fracture sociale en France, c'était en 1992 ou 1993, quand on va interpréter les résultats du référendum de Maastricht. C'est une note de la Fondation Saint-Simon, on l'a oublié, qui est publiée par Emmanuel Todd à l'époque, qui reprend la notion de fracture sociale, qui est une notion qui a été forgée par Marcel Gauchet, mais qui l'applique à une lecture de la carte électorale. Et ce qui est vrai en 92... C'est un levier de campagne de Jacques Chirac. Et ça sera le levier de campagne de Chirac. De pouvoir retourner la situation à l'époque. Mais l'invité que vous aviez précédemment sur le plateau, Pascal Perrineau, pourrait aussi dire, c'est celui qui a mis au jour ce qu'on a appelé le gaucho-lepénisme, qui a fait justement son apparition en 1995, et qui montre à quel point les bataillons d'électeurs des partis de gauche issus de ce qu'on appelait à l'époque la classe prolétaire, on appelle aujourd'hui les classes populaires, eh bien, sont passés des partis de la gauche, du PS, du Parti communiste, vers, à l'époque, le Front National. Donc c'est exactement voilà, la mutation à laquelle on assiste, et qui, justement, explique avec ce reportage et ce dossier de l'Est républicain. Un dernier mot là-dessus ? Oui, juste un point. La mutation, c'est très intéressant, parce que la mutation du Front National, sur le plan économique, se fait à partir de ce moment-là, 92. Vous avez, au début des années 80, le Front National a un discours plutôt libéral, c'est le discours de Jean-Marie Le Pen, et c'est Jean-Marie Le Pen le premier qui va, en effet, infléchir le discours économique du Front National à partir de cette élection du traité de Maastricht, parce que, je veux dire, tout simplement, ça il le perçoit, il le voit bien, c'est qu'il y a des pans entiers de l'électorat de gauche qui se sentent déjà orphelins au regard des politiques économiques qui sont menées notamment par les gouvernements de gauche dans les années 80 et 90. Et on voit la population dans les meetings et dans les rassemblements populaires du Front National, notamment à l'époque, ils avaient une manifestation annuelle qui s'appelait les Journées Bleu-Blanc-Rouge à Vincennes, et qui rassemblait toute la France militante du FN, et on a vu la mutation, effectivement, avec des gens qui arrivaient de toutes les catégories sociales, en particulier les plus populaires, et ça matérialisait, on visualisait le changement de sociologie électorale, et ce qui a expliqué aussi pourquoi ce parti est devenu le premier parti ouvrier de France. On va revenir sur la semaine politique qui est marquée par le gouvernement qui poursuit ses discussions pour trouver un accord sur le budget. Aujourd'hui, c'est le RN, justement, qui se rend à Bercy. Mais ces discussions, elles pourraient bien fracturer la gauche. On voit ça avec Samia Dechier. Les négociations sur le budget n'en finissent pas de diviser la gauche. La France insoumise refuse d'y participer. Seul Éric Coquerel s'est rendu hier à Bercy, en sa qualité de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Sa rencontre avec le ministre de l'économie l'a conforté. Pour les Insoumis, il n'y a pas de discussion possible sur ce budget. Ce que j'ai compris, c'est que Éric Lombard était là pour essayer de faire passer à peu près le même budget que M. Barnier en pire. Il manque à peu près 13 milliards par rapport au budget Barnier. Et ce que m'a confirmé Mme de Montchalin aujourd'hui, très clairement, elle annonce qu'ils vont chercher 10 à 15 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, bien sûr, elle me l'a dit en face. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un budget pire. Mais cette semaine, les autres partis du nouveau Front populaire, eux, sont allés discuter à Bercy. Socialistes, communistes et écologistes sont prêts à un accord de non-censure en échange de plusieurs concessions, comme l'abrogation de la réforme des retraites. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, estiment les Verts, réunis hier à Rennes pour leur journée parlementaire. Évidemment que nous sommes dans l'opposition, mais si on peut avoir des gains, si on peut pousser en tout cas, et surtout mettre la responsabilité sur le gouvernement, s'il veut de la stabilité, il va falloir qu'il bouge. Nos propositions sont connues.
elles sont sur la table. C'est maintenant à eux que vous devez poser la question. Nous attendons le discours de politique générale et nous jugerons sur pièce. De son côté, la droite, reçue hier à Bercy, a réaffirmé son soutien au gouvernement, mais un soutien vigilant, refusant toute hausse d'impôts. Une exigence difficile à concilier avec celle de la gauche si le gouvernement veut maintenir l'effort budgétaire de 50 milliards d'euros cette année. Arnaud, est-ce que François Bayrou peut réussir à tout concilier et à aboutir à un accord de non-censure ? En tout cas, c'est l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire essayer de réussir là où Barnier n'est pas parvenu à arriver. Moi, j'ai l'impression que tout ça, quand même, c'est un peu un jeu de rôle, en l'occurrence, notamment à gauche, parce que si l'exigence, c'est l'abrogation des réformes des retraites, je ne vois pas comment François Bayrou, qui est quand même un élu du bloc central, peut accepter une telle concession sans mettre en danger d'ailleurs sa propre coalition, notamment avec LR, mais aussi la plus grande partie des élus macronistes. Donc, si vous voulez, on voit bien que du côté de la gauche, de ceux qui se disent aujourd'hui prêts à discuter, on fait monter les enchères, en l'occurrence pour éventuellement exciper un accord de non-censure, mais pour vraisemblablement le moment venu, alors sauf on verra ce qui sera donné dans le budget éventuellement, mais vraisemblablement pour se rallier à une position qui sera une position d'opposition ferme et catégorique. Donc moi je pense que si vous voulez l'arithmétique telle qu'elle est aujourd'hui, le rapport de force politique tel qu'il était du temps de Barnier reste le même du temps de Bayrou aujourd'hui. Après c'est de savoir quel est l'intérêt électoral immédiat ou politique immédiat des uns et des autres, d'appuyer à nouveau aussi rapidement sur le bouton de la censure. Alors, du côté du NFP, il n'y a pas de, enfin du NFP, de la France Insoumise, il n'y a pas de, la question se pose pas. Du côté des autres composantes de la gauche, manifestement, elle se pose, mais c'est plus, j'allais dire, une question de timing qu'une question finalement de fond. Voilà. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à ce stade-là, alors, on ne sait pas effectivement comment ça peut se terminer, mais si on observe un peu le changement de méthode, on voit bien que François Bayrou, lui, considère que c'est par la scénographie politique que les choses vont pouvoir peut-être se régler. Et on voit bien que de ce point de vue-là, il y a une méthode qui est totalement différente. Chaque ministre fait ses concertations. La grande concertation de Bercy prend les allures d'une grande négociation secrète, comme si on négociait un accord de paix international avec des accords de confidentialité, puisque tout le monde dit en sortant, on va rester secret, on va rien dire. Très peu de fuites en réalité. Alors à part peut-être celle intéressante, et on verra si elle est à dessein, publiée en particulier par l'Opinion ce matin, où Amélie de Montchalin aurait exposé devant, donc en particulier devant toute la gauche, le projet de faire une taxation sur le patrimoine pour les grands revenus, voilà, dans les grandes familles très très riches, et qui a laissé interloqué et pantois, apparemment, même les partenaires de gauche qui ne s'attendaient pas à voir aller aussi loin. Donc, est-ce que c'est de la posture également pour pouvoir, comme le disait Arnaud également, responsabiliser tout le monde et dire à la fin, vous n'allez comme pas en censurer une deuxième fois? Donc je pense que pour l'instant, on est sur cette grande scénographie. On voit du côté du ministre de la Fonction publique également, qui est dans une grande opération de séduction vis-à-vis des fonctionnaires. Donc on a l'impression qu'en ce moment, le propos est de donner des gages à la gauche pour leur enlever les raisons de censurer, ou en tout cas les culpabiliser si jamais ils en venaient aussi, encore une fois, à cette attitude. Et sur cette question de la non-censure de la gauche, le cœur de la négociation, c'est effectivement la réforme des retraites. Alors peut-être avant l'abrogation de cette réforme, ce que demande aussi la gauche, c'est la suspension de cette réforme de 2023. Alors on sait que François Hollande, pour l'instant, il a dit non, il a dit en révision de cette réforme des retraites, mais pas suspension. Et la stratégie du nouveau Premier ministre, c'est de gagner du temps, de faire des consultations de plusieurs mois, en disant à la gauche, tout est ouvert sur cette réforme des retraites. L'important, c'est qu'il y ait au final un comblement du déficit de notre système de retraite, mais tous les paramètres sont ouverts. On peut même aller vers une réforme systémique, une réforme de la retraite à points. Il y était favorable depuis des années. Donc voilà, le nouveau Premier ministre va essayer de gagner du temps pour obtenir cette non-censure de la gauche. Et là-dessus, on va voir ce qu'en pense Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Il était l'invité ce matin de France 2.
les socialistes s'achètent pour pas cher. Donc il peut leur faire croire de renoncer à la réforme des retraites. Non, parce qu'à la fin, en réalité, ils vont pas renoncer à la réforme des retraites. Enfin, qui peut croire qu'Emmanuel Macron va laisser se découdre ce qu'il estime être sa grande œuvre de réforme. Donc à la fin, on va atterrir sur des mesures souvent inapplicables sur la pénibilité. Et je crois que les socialistes, une fois encore, se seront fait avoir, mais ils le savent déjà. Parce qu'en fait, leur but, c'est pas de sortir le pays de l'ornière, c'est eux sortir de l'ornière de leur alliance avec la France insoumise. Donc ils sont prêts à devenir la béquille d'un gouvernement pour pouvoir se sortir d'un piège qui les intéresse eux, mais qui n'intéresse pas les Français. Michael, sur ce que dit à l'instant Sébastien Chenu, est-ce que les socialistes sont dans une stratégie interne pour rompre avec la France insoumise ? Oui, ils le sont. On a compris qu'il y a le Congrès qui est en train de se jouer, hein, et on sait que chez les socialistes, tout commence et tout finit au Congrès. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un enjeu très, très important. Il y a cet enjeu de retrouver cette crédibilité de gouvernement et de responsabilité. Vous avez la plupart des caciques, d'ailleurs, parmi ceux souvent qui régulièrement qui vont à Bercy pour négocier, nous expliquent qu'avec la France insoumise, jamais ne reviendront au pouvoir. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a cet enjeu de pouvoir montrer qu'il participe donc à la reconstruction, ou en tout cas à la stabilité politique d'un pays qui est déjà assez éprouvé. Donc oui, effectivement, ça va être un enjeu très important. Et je pense que c'est là-dessus que joue François Bayrou. De manière assez patente, et avec aussi une technique, hein, vous l'évoquiez, au fond qui fait penser aux joueurs de tennis de fond de cours, ouais, qui renvoient les balles pendant des minutes, et en attendant que la faute vienne d'en face, mais qui renvoie toutes les balles et qui reste ouvert à toutes les propositions. Ces négociations, elles vont casser le nouveau Front populaire pour vous, Arnaud ? On verra, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que François Bayrou essaye de gagner du temps, le maximum de temps, pour enfoncer un coin dans le nouveau Front populaire. Et le nouveau Front populaire, sa question aussi, le PS, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne du temps pour réussir à s'émanciper et s'autonomiser du nouveau Front populaire, pour infléchir le rapport de force à l'intérieur du nouveau Front populaire, et à inverser aussi ce rapport de force potentiellement sur le plan électoral plus tard. Et ensuite, essayer de bâtir une offre, parce qu'il y a quand même la perspective de l'élection présidentielle, hein, qui quand même joue un rôle important. Seul d'ailleurs pour eux. C'est d'ailleurs même déterminant. Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut gagner du temps pour pouvoir bâtir dans la durée une candidature à la présidentielle qui soit une candidature crédible. Et c'est l'idée en tout cas de François Hollande, vraisemblablement, entre autres. Et pour ça, ils escomptent aussi sur ce que leur a dit Emmanuel Macron, hein, en amont, au début de leurs négociations, en disant qu'il souhaitait ne pas dissoudre à nouveau. Ce qui permettrait de donner une forme de courage politique aux socialistes, de pouvoir s'émanciper et rompre avec LFI, puisqu'il n'y aurait pas de représailles dans les circonscriptions, il n'y aurait pas de levier de représailles législatives. Donc oui, le calendrier 2025 va devoir très certainement faire la synthèse, hein, si je puis dire, de tous ces enjeux. Avec un élément qui rentre aussi vraisemblablement dans le calcul, c'est les élections municipales de 2026. Absolument. Voilà. On passe au second thème de ce club, et Alex, rien ne va plus entre la France et l'Algérie. Et oui, la tension est à son comble entre les deux pays depuis que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été emprisonné à la mi-novembre par les autorités algériennes pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon le journal Le Monde, le gouvernement algérien reprocherait à Boualem Sansal une interview donnée aux médias Frontières où il reprend la position du Maroc selon laquelle le territoire marocain aurait été tronqué pendant la colonisation française au profit du territoire algérien. Âgé de 75 ans, Boualem Sansal a été placé dans une unité de soins depuis la mi-décembre. Et alors que cet emprisonnement suscite une forte mobilisation en France, Emmanuel Macron a interpellé lundi dernier le pouvoir algérien de manière très virulente. J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal.
Et la réponse du gouvernement algérien ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, les autorités algériennes estiment que ce sont, je cite, des propos du président français qui déshonorent avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Et on va revenir évidemment sur la suite des tensions France-Algérie, mais d'abord sur Boualem Sansal. Arnaud, vous êtes très engagé, vous, pour la libération de Boualem Sansal. D'abord, est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Les nouvelles, c'est celles que, on a aujourd'hui depuis quelques semaines et qui sont toujours les mêmes. C'est que, vous l'avez rappelé, il est incarcéré dans une unité hospitalière à l'hôpital Mustapha. On sait qu'il est traité aujourd'hui pour un cancer. Il a le droit à une visite hebdomadaire de son épouse qui est rentrée en Algérie. Mais si vous voulez, on est inquiet parce que d'abord, il a son âge, parce qu'il est malade, parce que psychologiquement, c'est quand même très difficile pour lui et qu'il y a une incertitude totale sur finalement la stratégie judiciaire que fait peser sur lui le gouvernement algérien. Donc on a toutes les raisons aujourd'hui d'être extrêmement préoccupés au plus haut point. Sachant qu'en plus, si vous voulez, le régime algérien aujourd'hui est dans une situation d'extrême tension, parce que vous allez avoir bientôt l'anniversaire du Irak au mois de février dernier, qu'on sait très bien que les hiérarques algériens sont très inquiets de ce qui s'est passé également en Syrie. Donc ils sont dans une position de durcissement quant à toutes leurs oppositions, les oppositions laïques d'ailleurs, pas les oppositions islamistes, puisque Tebboune a annoncé la grâce de 2400 prisonniers, et c'est la plupart des islamistes qui vont vraisemblablement bénéficier, et qui ont déjà bénéficié de cette grâce, mais l'opposition laïque, en l'occurrence, elle, pour le coup, je veux dire, il n'y a pas de grâce en la matière. Donc voilà, c'est cette situation à la fois interne à l'Algérie, la relation, vous l'avez rappelé, totalement dégradée, on peut le dire aujourd'hui, entre la France et l'Algérie, et puis la situation, en effet, humanitaire et sanitaire de notre ami Sansal, en effet, là, de ce point de vue-là, je veux dire, est inquiétante au regard de tous ces éléments politiques aussi. Et on a vu l'Algérie très en colère suite aux propos d'Emmanuel Macron. Alex l'a rappelé, détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Il a eu raison de prononcer ces mots ? Il a eu raison, oui. Il a fait son métier de président de la République française. Mais je dirais que cette affaire très grave agit comme un bac révélateur. C'est-à-dire maintenant, tout le monde sait qui est qui. C'est-à-dire, on ne peut pas dire autre chose de l'Algérie, que c'est un pays avec un régime dictatorial, autoritaire et non démocratique. Et on voit que la France est une démocratie qui a, je dirais, une faiblesse de moyens dans cette affaire. À part l'exhortation, l'incantation d'un président de la République qui, en même temps, dit « Rappel, nous aimons l'Algérie, ce peuple que nous aimons tant, nos enfants ». Mais ce sont des mots qui n'ont aucun impact. On l'a vu d'ailleurs avec la réaction immédiate du pouvoir algérien qui balaye complètement. Et je dirais, de manière générale, ça raconte aussi l'état de la puissance, ou peut-être une forme d'impuissance diplomatique française de manière générale. Ces propos ont été tenus pendant la conférence des ambassadeurs, où un bilan plus général a été fait. Et globalement, ce que l'on perçoit, c'est une forme de déni, je dirais, du pouvoir français, une forme de déclassement diplomatique général de la France sur l'ensemble des théâtres. Et on va le voir, parce qu'à cet emprisonnement de Boualem Sansal s'ajoutent d'autres épisodes de tensions récentes entre Paris et Alger, Alex. Oui, puisque récemment, la police française a arrêté plusieurs influenceurs algériens sur les réseaux sociaux qui, ces derniers mois, ont posté des vidéos d'appel à la haine, à la violence sur le sol français et à la violence notamment contre des opposants au régime en place en Algérie. On va écouter sur cet épisode le sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi, qui était sur ce plateau ce matin. Pour des raisons évidentes, nous avons, la police, interpellé un influenceur qui débitait des horreurs sur le territoire français. On l'expulse vers l'Algérie. L'Algérie refuse de le recevoir alors qu'il est algérien et nous le renvoie. Et on voit bien que ça veut dire que on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier avec un pouvoir qui a décidé de manière très claire que la guerre à la France était son élément majeur.
Voilà, et dans cette affaire, l'argument de l'État algérien, c'est que cet influenceur en question, Doualem, expulsé par la France, eh bien, est déjà interdit du territoire algérien. Alors, autre épisode très important qui a mis le feu aux poudres entre la France et l'Algérie, c'était l'été dernier. Emmanuel Macron a décidé que la France reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est ce territoire au sud du Maroc qui fait l'objet d'ailleurs d'un conflit depuis plus de 50 ans entre les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie, et le Royaume du Maroc. Et cette reconnaissance française, c'est ce qui a permis cette visite en grande pompe d'Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier, avec, bien, on le voit sur ces images, Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohamed VI, et puis la signature de contrats importants pour l'économie française. En revanche, eh bien, cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara occidental, elle a porté un coup sévère aux relations entre la France et l'Algérie, d'autant que depuis 2022, eh bien, ces relations franco-algériennes s'était vraiment réchauffé puisqu'Emmanuel Macron avait ouvert un travail avec Alger sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Michael, est-ce que les relations sont encore possibles entre la France et l'Algérie ou est-ce que la rupture est consommée ? La rupture a l'air d'être très marquée, en tout cas, consommée en diplomatie, en politique. On sait qu'il peut y avoir des revirements, mais là, on voit bien qu'il y a une forme de logique qui s'installe. Vous évoquiez effectivement l'affaire du Sahara occidental, c'est le point de départ de la décision d'Alger d'être dans une logique de rupture assumée, de représailles, et évidemment avec l'emprisonnement de Boualem Sansal. Donc de ce point de vue-là, les choses paraissent effectivement très avancées. La question devra se poser aussi, effectivement, pourquoi Emmanuel Macron a décidé, depuis son élection, voire pendant la campagne présidentielle de 2017, d'être dans cette obsession de la réconciliation avec la mémoire algérienne et avec l'Algérie, sachant qu'à chaque fois, c'était des fins de non-recevoir au détriment d'autres intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de lecture dès le départ de la réalité du positionnement et de l'état d'esprit en Algérie? On a perdu effectivement, il semble qu'on ait perdu beaucoup de temps, et il semble aussi avec justement ce camouflet de renvoyer comme ça quelqu'un que la République française a expulsé, eh bien, il semble bien qu'il va falloir changer de politique. Hein. Arnaud, un dernier mot ? Oui, enfin moi, je rejoins ce que dit Michael, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je veux dire, on paye aussi politique vis-à-vis de l'Algérie, qui a été vraisemblablement une politique qui n'a pas été comprise à la fois par les Marocains, qui a été comprise d'une certaine manière par les Algériens, qui considèrent aujourd'hui qu'ils sont trahis, tout simplement. Il faut bien quand même avoir conscience que le logiciel politique du régime algérien, c'est un logiciel politique hérité du soviétisme, ça il ne faut jamais l'oublier, et qui est oriental. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est quelqu'un qui, pour le pouvoir algérien, d'une certaine manière, a trahi ses engagements et sa parole. Donc il le traite ainsi. Et c'est ce qui rend extrêmement difficile aujourd'hui la relation. De son Tebboune avait dit fin juillet, au moment où la France a pris cette position sur le Maroc, qui est certainement légitime, je ne la discute pas, je ne la condamne pas du tout, ce n'est pas le problème. Mais en l'occurrence, Tebboune avait quand même prévenu. Il avait dit, nous ferons tout pour faire regretter aux Français leur position sur le Sahara. Et le premier acte inaugural de cette politique, c'est l'arrestation de Boualem Sansal. Le deuxième acte, c'est les influenceurs aujourd'hui. Allez, on va terminer par notre reportage du vendredi. Et cette semaine marquait les commémorations des attentats de janvier 2015 à l'Hypercacher et à Charlie Hebdo. 10 ans après, la région Occitanie a décidé de rendre hommage aux dessinateurs morts sous les balles. Parmi les événements, le département des Pyrénées-Orientales propose une exposition sur la liberté de la presse. Cécile Sixou nous y emmène. Le point levé et un message clair. Le département des Pyrénées-Orientales s'engage pour la liberté de la presse et rend hommage aux morts de Charlie avec une exposition inédite dans ses locaux à Perpignan. C'est sous l'impulsion d'Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental, et de la presse locale qu'une quarantaine de dessins de presse ont pu être réunis dans cette exposition. Il y en a un qui me marque, c'est celui-là, par rapport à l'égalité femmes-hommes. Bon. Il dit qu'une femme, en fait, quelle que soit la manière dont elle se présente, c'est pas bien. Et ce qui est bien, c'est l'homme en plus en costume noir. L'hommage à Charlie a été voulu joyeux et vivant, plus que commémoratif. Ce ne sont pas des dessins des dessinateurs qui sont décédés le 7 janvier. Le fait de rendre hommage avec des dessinateurs actuels qui dessinent aujourd'hui est vraiment pour avoir un hommage vivant
et dire c'est pas fini, la liberté d'expression, elle est là, on la défend. Des dessins signés Camille Bess, Gab et Pascal Gros, la nouvelle génération française de caricaturistes, mais aussi des dessinateurs venus du Mexique et de la Colombie. Aux limites de l'humour et parfois du bon goût, l'idée est d'inviter les visiteurs à réfléchir sur la liberté de la presse. L'objectif de l'expo, c'est de montrer aussi que la liberté de la presse, la liberté d'expression des journalistes, dessinateurs de presse est encore là. Et effectivement, ce sont des dessins qui interpellent, qui peuvent choquer, qui font rire aussi. Mais c'est ça le dessin de presse, c'est une information qui est censée avoir un impact important. L'exposition se veut aussi pédagogique. Elle est vouée à être montrée aux collégiens du département pour éveiller les consciences et l'esprit critique des jeunes, mais aussi perpétrer l'esprit de Charlie, un esprit qui se perd selon les journalistes occitans. La liberté de la presse, la liberté d'expression, aujourd'hui, elle est encore menacée. Et pas seulement par des terroristes, c'est aussi de l'autocensure. Nous, au quotidien, on s'interroge. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des coups pour écrire ça? On est aussi menacé par le rôle des influenceurs aussi, aujourd'hui, qui prennent beaucoup de place. Tout ça fait que je pense que je suis Charlie 10 ans après. On est encore moins Charlie qu'on l'était à l'époque. Ces caricatures, qu'elles fassent rire ou pas, qu'elles provoquent, voire qu'elles dépassent les bornes, restent une arme de la liberté de la presse. Les habitants de Perpignan peuvent en profiter jusqu'au 15 février. Et voilà pour ce reportage du côté de Perpignan. On termine, comme tous les jours, en regardant ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. De nombreux quotidiens régionaux ce matin reviennent sur les incendies qui frappent Los Angeles. Oui, le film Catastrophe titre le journal Nice Matin, alors que la ville de Los Angeles est ravagée par les flammes depuis plusieurs jours. C'est aussi la une du journal Ouest France. Plus de 130 000 personnes ont dû fuir les multiples incendies accentués par des vents violents dans la deuxième ville des États-Unis. Au moins 5 habitants ont perdu la vie. La Californie n'avait jamais fait face à de tels incendies en plein hiver. Et parmi les sinistrés dans cette mégalopole, il y a forcément des Français. Et donc le journal Le Bien Public a contacté une bourguignonne expatriée, Lorraine Lablais, 39 ans, qui vit dans la banlieue nord de Los Angeles avec sa femme et sa fille. Et cette famille a perdu sa maison dans les flammes. Elles l'ont évacuée dans la nuit et le lendemain, elles ont découvert sur les réseaux sociaux que leur maison avait brûlé. Alors la solidarité s'organise très vite puisque cette famille française va par exemple être hébergée chez un parent d'élève de l'école de leur fille. Et le bilan jusqu'à a été revu à la hausse ce matin, qui est désormais d'au moins 10 morts. Alex, autre sujet à la une de beaucoup de nos quotidiens régionaux, c'est l'épidémie de grippe qui commence à inquiéter. Oui, les cas explosent. Alerte à la grippe, titre le journal La Dépêche du Midi. Dans un contexte de relâchement des gestes barrières, le nombre de grippes saisonnières est en forte progression avec des hospitalisations qui augmentent. Les services d'urgence sont saturés. Le plan blanc a été déclenché. Et dans les colonnes de La Dépêche, la virologue du CHU de Lille explique que cette épidémie de grippe est la plus forte depuis 4 ans, depuis la période du Covid. Alors, malgré tout, pas de panique. La majorité des cas ne sont pas graves, même s'il y a toujours des gens qui contractent des formes très sévères de la grippe, des personnes fragiles et non vaccinées. Le pic de cette épidémie de grippe est attendu pour le début du mois de février. Allez, on passe à des sujets plus légers. Pour garder le sourire, Alex, vous nous parlez de la frite. Et oui, on a travaillé les jeux de mots pendant les vacances avec cette question à la une du journal L'Ardennais et d'ailleurs un autre jeu de mots, la frite. Casse-t-elle encore la baraque? Autrement dit, est-ce encore rentable d'ouvrir une friterie aujourd'hui alors que le prix des ingrédients a augmenté, notamment celui de la pomme de terre? Le journal L'Ardennais a posé la question à 5 entrepreneurs de la région qui se sont lancés dans des friteries et la réponse est plutôt non, ce n'est pas très rentable. Par exemple, Sybille Etoul, qui a ouvert une friterie en 2022 dans la commune de Hebb, dans les Ardennes, l'explique, je la cite, « Je travaille 12 à 14 heures par jour, nous sommes 2 et on ne peut pas vivre de la seule activité de la friterie. » Pour avoir un ordre d'idée, pour un professionnel, le prix de revient d'un cornet de frites, si on compte les frites, la graisse de bœuf, le cornet, l'emballage, la sauce andalouse et puis forcément la fricadelle pour accompagner les frites, eh bien le prix de revient c'est environ 1,15 €. Alors il y a un autre sujet qui peut être lié à la frite, c'est à la une de La Montagne.
Oui, parce qu'avec nos frites, on prendrait bien une bonne bière. Eh bien non, parce que c'est le Dry January, autrement dit en français, le mois de janvier sans alcool. Cette opération qui consiste à arrêter de boire de l'alcool pendant un mois après les fêtes. C'est à la une du journal La Montagne aujourd'hui. Et une addictologue interrogée par les journalistes de La Montagne explique que l'enjeu n'est pas forcément de consommer zéro alcool, mais d'être mieux informé sur les conséquences de la consommation d'alcool sur la santé. D'ailleurs, la sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme, Marion Canales, veut une nouvelle loi pour sanctionner la promotion de l'alcool sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce sujet, notez que le journal Le Maine Libre fait sa une également sur les bars qui s'adaptent aux clients qui consomment de plus en plus de boissons non alcoolisées. Donc finalement, avec les frites, on prendra un jus de pomme, ce sera très bien. Voilà, on garde la frite, Alex. Merci beaucoup, merci pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Michaël Darmon, et merci beaucoup Arnaud Mendetti d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Très bon week-end.